Nous traiterons dans cette émission la deuxième partie du paragraphe 1.1 du programme sur l'atmosphère, en abordant des notions importantes qui sont à l'origine de phénomènes météorologiques se développant dans la troposphère, en particulier les nuages et les précipitations qui feront l'objet d'une autre émission. Véronique va maintenant vous présenter le plan de cette émission. Bonjour, bienvenue à tous pour la suite de cette émission sur l'atmosphère. Nous étudierons d'abord l'humidité de l'air et la notion de saturation, les phénomènes énergétiques, conduction, convection et rayonnement, la stabilité et l'instabilité de l'atmosphère et enfin la circulation générale sur l'ensemble du globe terrestre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un extrait d'un flash d'information diffusé en 2018 sur la chaîne réunionnaise Zinfo 74. Ce reportage est introduit et commenté par le responsable Météo France de la station météorologique du Chaudron à La Réunion. La présence humaine sur la plateforme aéroportuaire des Gilets se terminera fin juin. Donc il fallait trouver un moyen pour garder toujours la même qualité de prévision, donc de mesure. Donc il fallait que le radiosondage soit effectué au Chaudron, au lieu où se trouve le centre de Météo France. Lorsque on va faire un lâcher manuel, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de présence humaine. Là, avec ce robot sonde, on pourra faire plusieurs radiosondages dans la journée. Donc c'est un gros plus pour lorsqu'on veut étudier, entre autres, les cyclones tropicaux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est connaître, on doit prévoir le temps. Donc il faut connaître l'état de l'atmosphère. Et pour connaître l'état de l'atmosphère, il faut mesurer la température, le vent, l'humidité. Et donc, sur le sol, c'est mesuré par des stations, comme à Gilot. Et dans l'atmosphère, donc on emporte, c'est un ballon qui transporte des capteurs, un ballon gonflé ici à l'hydrogène, qui transporte ces capteurs jusqu'à peu près 32 000 mètres. Et à 32 000 mètres, le ballon va exploser et un parachute va ralentir la chute des capteurs. On le fait actuellement une seule fois par jour, vers 15h15. Mais ce robot sonde permet de faire plusieurs radiosondages dans la journée. Donc à 15h15, le ballon est lancé et nous recevons en direct toutes les mesures de température. Et ces informations sont transmises dans tous les pays du monde le plus rapidement possible. Alors nous l'avons entendu, l'humidité avec la pression et la température est un paramètre important à prendre en compte, à mesurer pour faire des prévisions météorologiques. Mais qui dit humidité, évidemment, dit présence d'eau. Or, l'eau, nous le savons et nous allons le revoir, peut se présenter sous trois états dans notre atmosphère. Et nous allons revoir un petit peu aussi le nom de ces changements d'état. Ces parties, ce vocabulaire, donc, sont importants à connaître au niveau de l'examen du BIA notamment. Alors, commençons par l'état liquide. C'est l'état le plus évident et visible sur notre Terre. C'est l'eau, tout simplement. Au niveau microscopique, nous savons que les molécules d'eau sont assez proches les unes des autres, peuvent glisser les unes sur les autres, ce qui explique que l'état liquide de l'eau permet à cette matière de prendre la forme du récipient qui la contient. Mais nous savons également que l'eau est présente dans l'air sous forme invisible ou sous forme gazeuse. C'est la vapeur d'eau. À ce niveau de la matière, les molécules sont séparées les unes des autres et animées de mouvements rapides. Et enfin, nous savons bien que l'eau peut se présenter sous forme solide, qu'on appelle la glace. À ce niveau microscopique, les molécules d'eau sont assez proches les unes des autres, mais sont structurées sous forme cristalline. Alors examinons maintenant le nom des changements d'état. Le passage de l'eau à la vapeur d'eau s'appelle la vaporisation. On parle aussi d'évaporation, phénomène important dans la naissance des nuages. Le passage de l'état gazeux, donc de la vapeur d'eau, à l'état solide, la glace, est moins connu, mais est possible lors d'un abaissement de température significatif. On l'appelle la condensation solide. Et enfin, le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion et nécessite donc une élévation de température. Dans l'autre sens, le passage de l'eau
à la glace s'appelle la solidification. Ensuite, de la glace à la vapeur d'eau, oui c'est possible, c'est moins connu, s'appelle la sublimation. Nécessite aussi donc une élévation de température. Et enfin, le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la condensation liquide, on parle aussi de liquéfaction. Alors la vaporisation et la condensation liquide sont des phénomènes essentiels justement dans l'atmosphère qui expliquent notamment la formation des nuages et la formation des précipitations. Les flèches en bleu sont des changements d'état qui nécessitent un apport d'énergie, qui nécessitent de la chaleur. On parle de transformation endothermique. Inversement, les transformations symbolisées ici donc en jaune vont produire de l'énergie, de la chaleur. On parle de transformation exothermique. Alors arrêtons-nous un instant maintenant sur l'état solide de l'eau. Alors cet état effectivement donc est caractérisé par la formation d'une structure cristalline qui donne ces magnifiques cristaux de glace qu'on peut observer l'hiver, notamment les flocons de neige. Oui, mais ce phénomène donc a des conséquences fort redoutables dans le domaine de l'aviation. Le givre, qui est une des formes de la glace, donc peut se déposer, comme vous le voyez, sur cette aile, sur son bord d'attaque, et donc dégrader fortement les qualités aérodynamiques de cette aile. La glace ou la neige, le verglas peuvent se déposer sur les pistes d'un aérodrome et poser des problèmes au moment de l'atterrissage d'un avion, l'empêchant de s'arrêter au bon endroit. C'est donc un phénomène dangereux pour l'aviation. Alors nous y reviendrons plus en détail quand nous verrons l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles de poser des difficultés donc, aux aéronefs. Alors il existe un changement d'état particulier qui est un cas particulier en fait de solidification de l'eau qu'on appelle la surfusion. On sait bien que pour que l'eau gèle, comme on dit, donc passe à l'état solide, dans les conditions de l'atmosphère standard, c'est-à-dire à une pression atmosphérique d'une atmosphère, il faut une température de 0 degré Celsius. Oui, mais dans certaines conditions, l'eau peut rester liquide à une température inférieure à 0 degré. C'est ce que nous allons voir donc dans la petite expérience qui est présentée dans cette vidéo, donc sur un site qui présente un certain nombre d'expériences amusantes à faire à la maison, bien entendu avec toutes les précautions d'usage et de sécurité, en présence d'un adulte. Une expérience de surfusion. Remplissez une bouteille d'eau et laissez-la au congélateur pendant 3 heures. Assurez-vous que la bouteille est bien fermée. L'eau est encore liquide. Frappez la bouteille contre une table, uniquement sous la surveillance d'un adulte. L'eau gèle. Le liquide qui s'est refroidi à une température inférieure à son point de congélation est appelé surfondu. Laissez une assiette d'eau dans le congélateur jusqu'à ce qu'elle soit complètement gelée. Versez de l'eau surfondue par-dessus. Une stalagmite de glace commence à pousser. La glace sur la plaque sert de noyau de cristallisation pour l'eau surfondue. Un raisin congelé peut également agir comme un noyau de cristallisation. Des cristaux de glace, peluche commencent à y pousser. Les choses surprenantes sont partout. Alors ce phénomène peut causer de sérieux problèmes de givrage à un aéronef. En effet, si un avion traverse un nuage contenant des gouttes d'eau en surfusion, le contact de ces gouttes avec la surface des ailes notamment, va entraîner immédiatement une solidification de ces gouttes, une cristallisation, et donc formation de givre sur les surfaces.
Or, des gouttelettes d'eau en surfusion, il y en a dans beaucoup de nuages. Les cumulonimbus, nimbostratus, stratus, enfin, dans des conditions atmosphériques assez fréquentes. Et donc, c'est un phénomène assez dangereux en aviation. Il faut éviter de traverser certains nuages dans certaines conditions. Alors, de l'humidité dans l'air, dans l'atmosphère, il y en a partout à la surface de la Terre, dans des proportions variables. Nous savons que la vapeur d'eau est une des composantes de notre atmosphère. Alors dans des proportions effectivement variables de 0 à 7% environ, mais pas tout à fait 0 comme nous allons voir. Et oui, l'humidité n'atteint jamais le seuil de 0%, c'est-à-dire pas de vapeur d'eau du tout. Et ce, même dans les zones les plus sèches de notre planète. Ici, une vue du désert d'Atacama au Chili, qui est réputé comme étant un des endroits les plus secs et arides du monde. Mais ça n'est pas la zone la plus sèche encore sur Terre. En effet, on trouve dans les vallées de McMurdo, situées donc en Antarctique au pôle sud, donc une zone où les géologues et les météorologues estiment qu'il n'y a pas eu de précipitations depuis des centaines, voire des milliers d'années. Inversement, les zones les plus humides sur Terre sont bien évidemment situées au-dessus des mers ou des océans, et ce d'autant plus qu'on est proche des zones équatoriales ou tropicales où l'évaporation est intense. Il y a de l'humidité aussi, bien entendu, au-dessus des lacs, des rivières, des étendues d'eau en général, hein, et de façon effectivement plus modérée qu'au-dessus des océans. Enfin, pour terminer cette partie de généralité un petit peu sur l'humidité de l'air à la surface de la Terre, mentionnons bien évidemment ce que nous connaissons tous, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. La quantité d'eau sur Terre est quasiment constante, mais il y a constamment transformation. Et donc naissance par évaporation de la vapeur d'eau au-dessus des océans, vapeur d'eau qui va se condenser. Les nuages en question amenés sur les continents, sur les terres, donc vont précipiter sous diverses formes, fournir de l'eau à la terre qui va ruisseler ou s'infiltrer et finir par revenir au travers des rivières et des fleuves dans les océans et dans les mers. L'humidité est la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air. Elle dépend de la pression et de la température. Cette quantité n'est pas illimitée. Plus la température de l'air est élevée, plus la quantité d'eau est importante. L'humidité relative de l'air, ou degré hygrométrique, couramment noté phi, est le pourcentage de vapeur d'eau que contient l'air à une température donnée. Elle est donc une mesure du rapport entre le contenu en vapeur d'eau de l'air et sa capacité maximale à en contenir dans ces conditions. Si grand Q est la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air à une température donnée, et si petit q est la quantité réelle de vapeur d'eau présente dans l'air, eh bien l'humidité relative se calcule en faisant la quantité réelle divisée par la quantité maximale multipliée par 100. L'humidité relative de l'air est mesurée avec un hygromètre et s'exprime en pourcentage, ou un psychromètre, c'est-à-dire nous mesurons la température de l'air sec et de l'air humide. 0% représente un air très sec et 100% un air très humide, on dira que l'air est saturé. Si l'humidité relative de l'air est de 100%, on dit que l'air est saturé en vapeur d'eau. Lorsque cette limite est atteinte, la vapeur d'eau commence à se transformer en eau liquide par condensation ou liquéfaction. Les météorologues peuvent ainsi prévoir la formation des nuages ou du brouillard. On définit deux températures auxquelles on peut atteindre la saturation, la température de point de rosée ou la température de condensation. Le point de rosée correspond à la température à laquelle on atteint la saturation si la pression reste constante avec la baisse de la température. Ce phénomène peut se produire au cours du refroidissement nocturne ou du petit matin, et il provoque de la rosée ou du brouillard. Le danger des brouillards en aéronautique rend les pilotes particulièrement sensibles à la température du point de rosée. Oui, Véronique, et la connaissance de la température du point de rosée, c'est une information importante pour le pilote qui est en approche d'un aérodrome. Cette information va lui être communiquée par radio par un service qu'on appelle l'ATIS. Alors, avant d'entrer dans les explications de l'importance de cette information, écoutons un message ATIS de l'aérodrome de Montpellier. Température 23, point de rosée 11, QNH
QNH unité 030, QFE unité 029. Informez-vous pour les premiers contacts que vous avez au thème. The wind 060 degrees 6 knots. Sealing and visibility okay. Temperature 23. Dew point 11. QNH 1030. QFE 1029. Inform OPSAS control. Bien, alors vous avez entendu sans doute les deux informations essentielles, la température au sol, 23 degrees, donc 23 degrés Celsius, et la température du point de rosée, 11 degrés Celsius. Alors, comment exploiter ces informations? Alors, penchons-nous maintenant sur le graphique et le diagramme présenté à l'écran. Nous avons en abscisse la température de l'air, donc il faut comprendre la température au niveau du sol en degrés Celsius. En ordonnée, ici, la température du point de rosée. Bon, les deux autres échelles, ici à droite et en haut, sont simplement des conversions en degrés Fahrenheit de ces températures. Alors, reportons dans ce graphique les coordonnées du point que nous avons entendu. Donc 23 degrés au sol et 11 degrés pour le dew point. Nous avons un point qui va se situer sur cette courbe, cette droite. Si nous nous reportons à l'échelle visuelle ici et colorée, nous nous rendons compte que nous sommes sur la cinquième ici, c'est-à-dire sur celle qui est répertoriée 50%. Donc nous avons ici une information d'humidité relative. Nous savons que les conditions du jour sont celles pour lesquelles l'atmosphère donc a une humidité relative de 50%. Alors, le fait de savoir, de connaître cette humidité relative est purement informatif. En fait, le pilote n'a pas besoin de consulter cette table. Nous allons voir pourquoi. Mais restons un instant sur ce graphique encore. Vous voyez que pour une température de l'air donnée, plaçons-nous à 10 degrés par exemple, eh bien, la température du point de rosée peut être plus ou moins proche de 10 degrés, plus je monte ici, c'est-à-dire plus la température du point de rosée se rapproche des 10 degrés, et plus l'humidité relative est importante. À la limite, si la température de l'air et la température du point de rosée sont égales, nous sommes à saturation à 100% d'humidité relative. Autrement dit, la condensation démarre au niveau du sol. Mais continuons maintenant pour voir comment le pilote peut exploiter cette information. En effet, il y a 12 degrés de différence entre 23 et 11. On va pouvoir en déduire une estimation rapide de la hauteur par rapport au sol des masses d'air, donc dans lesquelles on va trouver de la condensation, c'est-à-dire du brouillard par exemple. En effet, il suffit de se rappeler que dans l'atmosphère standard, le gradient de température nous dit que lorsque nous élevons de 1000 pieds, la température baisse de 2 degrés Celsius. Or, ici, la température, la différence est de 12 degrés Celsius, donc un petit calcul simple nous montre que 6 fois 2 c'est 12, donc il y a une différence d'altitude de 6000 pieds entre le sol et l'altitude à laquelle on est susceptible de trouver de la condensation, autrement dit du brouillard. Donc environ à 2000 mètres, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du brouillard au-dessus de la piste. Alors arrêtons-nous un instant maintenant sur une méthode de détermination de l'humidité relative à l'aide du psychromètre. Comme vous l'a indiqué Véronique, la détermination de l'humidité relative peut se faire soit avec un psychromètre, soit avec un hygromètre. Alors, le psychromètre donc, est basé sur deux thermomètres, un thermomètre sec et un thermomètre humide, le thermomètre humide étant donc entouré à la base d'un chiffon humidifié, et on observe, on mesure les températures données. Alors ici, donc sur cette photo, 27 degrés pour le thermomètre humide, 33 degrés pour le thermomètre sec, et on est dans des conditions de pression au moment de l'expérience de 1023 hectopascales. Nous avons une table psychométrique donc, qui est fournie avec cet instrument. Cette table va nous servir à déterminer donc l'humidité relative. Alors comment s'y prend-on? Eh bien, on va faire un petit calcul indiqué par la formule à gauche. Donc on va
on va rentrer les données dans cette formule-là, température sec moins température humide, multiplié par la pression atmosphérique et divisé par 1000, ça va nous donner une certaine valeur. Alors, regardons ça de plus près. Appliquons cette formule donc avec les données de l'expérience. Donc 23 moins 27 à multiplier par 1023, qui est la pression du moment, et divisé par 1000, donc on obtient un delta corrigé de 6,14. D'accord. Alors ce résultat numérique donc, doit être reporté dans la table psychométrique, et donc on va en déduire le pourcentage d'humidité relative. Alors, voilà. Donc ici, sur l'échelle de gauche, donc 6,14, donc proche de 6, et en correspondance avec les 33 degrés du thermomètre sec, à l'intersection des deux lignes, je lis 63. Et donc, j'en déduis que l'humidité relative au moment de la mesure était de 63%. Alors maintenant, quelques petits exercices utilisant un diagramme appelé diagramme de Mollier. Alors, précisons tout de suite que ces exercices ainsi que la détermination précédente avec le psychromètre sont hors programme BIA, et simplement à titre de culture et informatif. Alors, que représente ce diagramme? En fait, il représente donc des variations de la quantité de vapeur d'eau en grammes par kilogramme d'air sec, donc en ordonnée ici, en fonction en abscisse donc de la température en degrés Celsius, donc pour différentes valeurs de l'humidité relative, et ce pour une pression donc égale à la pression standard, c'est-à-dire à 1013 hectopascal. Alors, par lecture du diagramme, simplement, donc imaginons donc un volume d'air de température égale à 10 degrés Celsius et contenant 5,3 grammes par kilo de vapeur d'eau. Quelle est l'humidité relative correspondante? Eh bien, il suffit de se reporter au graphique et nous observons simplement que le point en question va se trouver sur cette courbe, 10 en abscisse et 5,3 en ordonnée, se trouve sur cette courbe-là, qui est la courbe d'humidité relative de 70%. Toujours en lecture du diagramme. Alors, question, la température d'un volume d'air est de 15 degrés Celsius, son humidité relative est de 20%, quelle est la quantité de vapeur d'eau présente dans la parcelle d'aile? Donc c'est lecture, si vous voulez, inverse de celle que nous venons de voir. Ici, 20%, 15, je lis en ordonnée, 2 grammes environ par kilogramme. Exercice suivant. Si on diminue la température de l'air, la limite de saturation, alors est-ce qu'elle augmente? Ne varie pas, est-ce qu'elle diminue? Et alors, la quantité de vapeur d'eau correspondante à la saturation, même question, est-ce qu'elle augmente, elle ne varie pas, ou bien est-ce qu'elle diminue? Bien, alors il faut examiner effectivement le sens de variation donné par ces courbes. Alors, évidemment, on voit bien que lorsqu'on diminue la température de l'air, la limite de saturation diminue, des courbes décroissantes. Et même chose pour la quantité de vapeur d'eau correspondante à la saturation, qui va diminuer au fur et à mesure que la température de l'air diminue. Deuxième question, si j'ai un volume d'air à 10 degrés Celsius, avec une humidité relative d'environ 80%, estimez donc la quantité de vapeur d'eau présente dans cet air. Alors la courbe 80% ici n'est pas dessinée dans le diagramme de Mollier, mais on imagine qu'elle est à peu près équidistante de 70 et 80, et 90, donc à peu près par là, voilà. Et donc on aurait quelque chose de l'ordre de 6 grammes environ par kilogramme d'air sec. Maintenant, si la température de l'air descend à 4 degrés Celsius, elle diminue, donc donner la quantité de vapeur d'eau maximale à cette température, et bien ici, donc je reporte l'abscisse 4, je vais chercher la courbe d'humidité relative à 100%, et donc la quantité de vapeur d'eau maximale à cette température sera de 5 degrés. Voilà. Alors, expliquer en une phrase ce qui va se produire, eh bien évidemment, si la température diminue à 4 degrés, on va atteindre la saturation, c'est-à-dire 100% d'humidité, et donc la condensation va pouvoir démarrer. Enfin, une dernière exploitation possible de ce diagramme. On va considérer une parcelle d'air à une température de 19 degrés Celsius,
et correspondant à une parcelle d'air donc avec une humidité relative de 50%. Donc 19 degrés, 50%, on est par ici. Hein, voilà. Alors si on recherche le point d'ordonnée 7, 7 grammes par kilo, ici sur la courbe de saturation, c'est-à-dire sur la courbe à 100%, hein, on relève que donc du coup le point de rosée correspondant a une température de 9 degrés Celsius. Voilà. Donc ici, ça signifie que si la température est de 19 degrés et que l'humidité est de 50%, lorsque le thermomètre donc, va baisser en dessous de 9 degrés, ben, une partie de la vapeur d'eau va donc se condenser et former soit du brouillard, soit de la rosée ou même de la gelée blanche suivant la température du sol. Dans le cas de l'atmosphère, le réchauffement et le refroidissement se font très simplement. Le soleil réchauffe la Terre qui en diffuse à son tour la chaleur à l'atmosphère. Quand la Terre refroidit, l'atmosphère en subit immédiatement l'influence. Ces transferts thermodynamiques revêtent plusieurs formes, la conduction, la convection et le rayonnement. La conduction et la convection sont des échanges thermiques entre deux corps de températures différentes. En aéronautique, ces corps peuvent être des masses d'air, le sol ou des plans d'eau. La chaleur des parties chaudes d'un objet se répand graduellement vers les parties froides. La transmission de la chaleur dépend du matériau. L'air et le sol terrestre sec sont des mauvais conducteurs. L'eau est un bon conducteur. Il n'y a pas déplacement de matière et l'agitation des molécules se transmet par contact, on parle alors de conduction. C'est ce phénomène qui intervient lorsque de l'air se refroidit ou se réchauffe au contact du sol. S'il y a le déplacement des matières chaudes et froides, alors on parle de convection. Alors prenons un peu de temps maintenant pour approfondir ces phénomènes de conduction et de convection. Commençons par la conduction, donc mode de transfert par contact, à travers la matière, donc sans transport de matière. De façon générale, la capacité d'une matière à conduire la chaleur s'appelle la conductivité thermique. Alors, au niveau microscopique, que se passe-t-il? On sait que la chaleur se mesure par la grandeur température et que la température est d'autant plus élevée que les particules, atomes ou molécules qui composent la matière sont agitées. Donc. Alors, ici, ce petit schéma vous suggère que si cette particule de matière est assez agitée, elle va transmettre par choc progressif son agitation aux molécules qui l'entourent. Et c'est ainsi que la chaleur, la température, va donc se propager dans la matière. De façon un peu, on va dire, simpliste, si ces particules étaient au contact les unes des autres, vous voyez que le mouvement serait transmis immédiatement de l'une à l'autre. C'est cette petite expérience que vous connaissez sans doute, ce petit objet qu'on appelle le pendule de Newton qui image bien ce qui peut se passer. Alors, il faut savoir que les corps denses, c'est-à-dire les corps dont les particules, les atomes ou les molécules sont plus proches les uns des autres, ont une bonne conductivité thermique. Et donc, dans l'ordre décroissant, les solides ont une bonne conductivité thermique, les liquides, une conductivité un peu moindre, mais l'eau, par exemple, a une assez bonne conductivité thermique. En revanche, les gaz ont une conductivité thermique plus faible. Et c'est notamment le cas de l'air, qui a une faible conductivité thermique. On va dire que c'est un bon isolant thermique. Quelles conséquences pour l'atmosphère? Eh bien, observons les deux graphiques à l'écran. Vous y reconnaissez ici la température liée à l'altitude et le fait que lorsque l'altitude diminue, la température augmente. Très bien. Oui, mais en présence d'une surface froide, à partir de ce point ici, vous voyez que la décroissance de la température va être plus importante que ce qu'elle n'était, que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas la présence de cette zone froide au sol. Donc on a une situation où il y a un refroidissement de l'air donc en contact du sol. Et c'est par conduction. Alors l'air est un isolant, certes, mais petit à petit, si la masse d'air reste suffisamment longtemps au contact de la surface froide, elle va finir par se refroidir. Inversement, si j'ai une surface chaude au sol, eh bien la diminution l'augmentation de température lorsque l'altitude diminue, eh bien elle sera évidemment modifiée et donc la température au voisinage du sol sera plus élevée que ce qu'elle ne serait si le sol n'était pas réchauffé.
hein, là aussi par conduction. Hein, mais je le répète, ce phénomène de conduction ne peut se produire qu'au voisinage d'une surface chaude ou froide et lorsque le temps est suffisant pour que la masse d'air donc prenne la température avoisinante. Alors la convection maintenant. La convection, c'est un mode qui est très différent, donc c'est un mode de transfert par brassage, c'est-à-dire par mouvement de matière, de fluide, de liquide ou gazeux. Alors ici, on a tous en tête cette expérience simple, hein. Lorsqu'on fait chauffer de l'eau dans une casserole, eh bien effectivement, à l'intérieur, il y a des mouvements de convection qui se produisent, hein. Au contact de la base de la casserole, la température est élevée, donc les molécules d'eau vont monter, hein. Il va y avoir un mouvement de brassage, se refroidir en descendant, etc. C'est tout à fait ce qui se passe lorsque on met dans une pièce un radiateur électrique, ce qu'on appelle d'ailleurs un convecteur, hein, qui va quelque part aspirer l'air froid à la base de la pièce, le réchauffer dans le dispositif, là, puisque les résistances électriques sont à une haute température, et donc l'air chaud va s'élever dans la pièce, remonter et progressivement redescendre, et créer un cycle ici de brassage de convection qui va réchauffer petit à petit l'atmosphère de la pièce. Et en fait, il y a une loi physique derrière tout ça. Comment ça se fait que l'air chaud monte, que le liquide plus chaud monte dans la casserole, hein? Eh bien, ce phénomène physique, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, on va en dire deux mots. Alors, qu'est-ce que la poussée d'Archimède? Eh bien, c'est une loi physique ou encore théorème qui peut se démontrer, mais que nous admettrons ici, et qui s'énonce de la façon suivante. Tout corps entièrement plongé dans un fluide au repos subit une force verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé. Cette force est appelée poussée d'Archimède. Elle s'applique au centre de masse du fluide déplacé appelé centre de poussée. Alors, en quoi cette loi explique-t-elle ou justifie-t-elle le mouvement des masses d'air dans l'atmosphère? Eh bien, on va examiner la situation suivante. Situation très simplifiée qui va nous permettre de comprendre. Considérons une bulle d'air. Alors, nous lui donnons ici une forme de parallélépipède rectangle, mais en toute généralité, ce que nous allons dire pourrait s'appliquer à une forme quelconque. Cette bulle d'air va être supposée à une température grand T, supérieure à la température de la masse d'air ambiant, petit t. Nous savons en effet que lors du réchauffement de certaines bulles d'air par conduction au sol, donc sa température va se trouver supérieure à celle de la masse d'air ambiante. Nous savons par ailleurs que l'air est un mauvais conducteur thermique, et donc on peut considérer que cette bulle d'air n'a pas d'échange de chaleur avec la masse d'air ambiante. Bien, alors, analysons la situation du point de vue des pressions. Nous savons que la pression dans l'atmosphère diminue lorsque l'altitude augmente. Et donc, la pression P1 qui règne au niveau de la face inférieure de cette bulle est donc plus grande que la pression P2 qui s'exerce sur sa face supérieure. Qu'en est-il des forces de pression s'exerçant maintenant sur les faces latérales? Eh bien, on comprend bien qu'elles vont s'équilibrer 2 à 2. Donc, quel est le bilan? Nous avons une force de pression sur la face inférieure qui est plus grande que la force de pression sur la face supérieure. Et donc, il va y avoir naissance d'une force égale à la différence des deux et qui est dirigée vers le haut. Ben, c'est précisément la poussée d'Archimède. Oui, mais pour que cette bulle d'air s'élève, il va falloir que son poids soit plus petit, soit inférieur à la poussée d'Archimède. Ben, c'est-à-dire que, en fait, ce poids, c'est le poids du volume d'air ambiant déplacé. Oui, mais pour un volume donné, la masse est proportionnelle à la masse volumique. Et donc, pour que cette bulle d'air s'élève, il faut que sa masse volumique soit inférieure à la masse volumique de l'air ambiant. Alors, c'est bien ce qui va se passer dans le cas qui nous intéresse, savoir que sa température étant supérieure à la température
de l'air ambiant, eh bien, sa masse volumique est plus petite, hein, elle diminue, comme on sait, avec la température, puisque les molécules d'air s'écartent les unes des autres. Et cette situation va se reproduire à l'identique hein, si on utilise autre chose que de l'air chaud, ce qui est courant donc en aérostation. Alors évidemment, les montgolfières utilisent de l'air chaud, mais on peut utiliser des gaz dont la masse volumique est plus petite que la masse volumique de l'air, comme par exemple l'hydrogène ou l'hélium. Le terme de rayonnement en météorologie désigne le fait que de la matière puisse libérer de l'énergie sous forme de rayonnement, généralement infrarouge. Le rayonnement solaire, bien qu'une partie soit absorbée par la couche d'ozone et par la troposphère, demeure assez intense pour réchauffer considérablement la surface de la Terre. Ainsi réchauffée, la Terre rediffuse sa chaleur par rayonnement à l'air situé dans les basses couches. Oui, Véronique, alors quelques précisions hein, sur le phénomène de rayonnement, qui est un phénomène assez complexe, car il est sans contact, il a été assez difficile à appréhender dans l'histoire de la physique pour l'homme, et on a compris qu'il était basé sur l'émission de ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Et pour ce qui nous concerne dans notre domaine ici, le domaine des infrarouges. Mais pas seulement, on sait dans le rayonnement solaire, donc outre la partie visible du spectre, comme on dit, les couleurs, hein, il existe d'autres ondes électromagnétiques du côté de l'infrarouge avec des longueurs d'onde plus importantes et de l'autre côté pour les longueurs d'onde très courtes, les ultraviolets notamment. Et ce graphique nous montre que la partie du spectre en dehors de la partie visible, est essentiellement composée d'infrarouges, avec des grandes longueurs d'onde. Alors, comment les infrarouges agissent en interaction avec la matière? Eh bien, c'est le domaine de la mécanique quantique. Hein. On peut simplement retenir que l'interaction va faire vibrer les atomes, va les faire entrer un peu en résonance, et qui dit vibration, mouvement, dit augmentation de la température et donc chaleur. Lorsqu'une particule d'air humide s'échauffe au contact du sol, sa masse volumique diminue et elle s'élève. Elle subit alors une détente adiabatique et se refroidit. Alors, qu'est-ce qu'une détente adiabatique? Eh bien, en fait, il s'agit, parce que c'est un modèle, comme on dit, de comportement des gaz soumis à des variations de pression. Alors, adiabatique, ça signifie en fait qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système, donc en l'occurrence ici la parcelle d'air, et son milieu, c'est-à-dire l'air ambiant. Alors c'est le cas de l'air, parce qu'en effet, on l'a vu, hein, l'air est un bon isolant thermique, donc la bulle d'air, elle peut être considérée comme totalement isolée de l'air ambiant dans laquelle elle évolue. Un petit peu comme il se passerait pour un ballon dont les fines parois élastiques empêcheraient l'échange de chaleur vers l'extérieur. Nous l'avons vu, hein, ce modèle, c'est celui qui permet d'expliquer la poussée d'Archimède. Hein. Et chose importante, donc lors d'une détente adiabatique, la température va diminuer. Hein. Alors ce que vous voyez dans le schéma ici à droite, hein, c'est précisément cette diminution de température, hein, avec une ascension de la bulle d'air dont la température va diminuer progressivement. Alors cette ascension due à la poussée d'Archimède, jusqu'où elle peut aller, eh bien justement nous allons le voir par la suite de l'émission. Alors il s'agit maintenant d'expliquer les phénomènes de stabilité et d'instabilité de l'atmosphère, et donc nous allons revenir dans la situation de la détente adiabatique d'une parcelle d'air que nous avons commencé à aborder. Alors, de quoi s'agit-il? Dans le schéma que vous avez à l'écran, nous considérons une parcelle d'air à une certaine température, grand T, qu'elle a acquise peut-être par conduction au contact du sol. Cette bulle d'air, de par la poussée d'Archimède, va monter dans un mouvement convectif. Par détente adiabatique, nous l'avons vu, sa température va diminuer. Alors, diminuer de combien? Mais tous les 1000 pieds, la bulle d'air va perdre 3 degrés Celsius environ. Hein, c'est une constante observée. On parle de détente adiabatique sèche parce qu'il n'y a pas encore de condensation qui s'est produite au sein de cette parcelle d'air qui peut contenir de la vapeur d'eau, bien entendu. Hein. Ensuite, cette bulle d'air, donc cette parcelle, peut monter et atteindre donc une température de point de rosée où il va y avoir condensation et formation d'un nuage.
Mais au sein du nuage, donc, le gradient va être différent, c'est-à-dire que la bulle d'air va perdre 1,2 degré environ, c'est-à-dire un peu moins de température que précédemment. En effet, le phénomène de condensation est exothermique, hein, il y a la condensation produit de la chaleur. Et cette parcelle d'air, cette bulle d'air, est dans une atmosphère qui a elle-même un certain gradient thermique. Si on est en atmosphère standard, on sait que la température de l'air diminue de 2 degrés tous les 1000 pieds. En fait, c'est la comparaison entre ces deux gradients qui va expliquer l'ascendance et la stabilité de la parcelle d'air. Mais le gradient thermique atmosphérique, lui, il est variable au jour le jour. Il peut y avoir des phénomènes d'inversion ou d'isothermie, nous allons en parler. Hein. N'oublions pas que l'atmosphère standard est une référence, mais elle n'existe pas au quotidien. L'atmosphère au jour le jour peut être fort différente. Alors, voyons quelques cas simples pour comprendre ces phénomènes. Alors, plaçons-nous d'abord dans le cas où le gradient de la bulle d'air est plus grand que le gradient thermique de l'air ambiant. Et voyons les conséquences pour le mouvement de la bulle. Alors, nous avons donc une atmosphère ici avec un gradient thermique standard, donc moins 2 degrés tous les 1000 pieds. Donc 1000 pieds, si je pars donc de 15 degrés, hein, qui est la température au sol en atmosphère standard, donc 2 degrés tous les 1000 pieds, 13 degrés à 1000, 11 degrés à 2000, 9 degrés à 3000, 7 degrés à 4000 pieds. Et nous considérons une parcelle d'air, une bulle, qui s'est réchauffée au contact du sol et qui a une température de 18 degrés. Alors, observons son mouvement. Sachant que, nous l'avons dit, le gradient adiabatique de la bulle d'air est de l'ordre de 3 degrés tous les 1000 pieds. Alors, faisons un saut de 1000 pieds. Notre bulle d'air a perdu 3 degrés. Elle est partie à 18 degrés, donc sa température est de 15 degrés. Sa température est donc encore supérieure à la température de l'air ambiant. Elle va donc continuer à monter. Plaçons-nous à 2000 pieds. Nous sommes à 12 degrés au sein de la bulle d'air, hein, 3 degrés de moins, et à une température qui est encore supérieure à celle de l'air ambiant. 12 degrés supérieur à 11 degrés. Montons encore de 1000 pieds. Et bien ici, nous voyons que la température de la bulle d'air, qui a diminué encore de 3 degrés, se trouve être égale à la température de l'air ambiant. Donc, cette bulle d'air n'a plus de raison de monter, ni de descendre. Elle va se stabiliser à cette altitude. Il y a donc une masse d'air qui est en équilibre stable. On est dans une condition de stabilité. Continuons l'analyse. Et plaçons-nous maintenant dans un cas différent, inverse, dans lequel le gradient de la bulle d'air serait inférieur ou égal au gradient thermique de l'air ambiant. Alors, reprenons le même schéma. Et plaçons-nous cette fois dans un gradient thermique non standard pour l'atmosphère, qui serait de moins 4 degrés par tous les 1000 pieds, donc une atmosphère plus froide que l'atmosphère standard, avec une bulle d'air dans les mêmes conditions de départ que la situation précédente, donc 18 degrés au sol, et un gradient adiabatique de 3 degrés tous les 1000 pieds. Alors, il y a ascension, bien sûr, comme précédemment, puisque 3 degrés de moins, ça fait 15 degrés, mais c'est supérieur à 11 degrés, et donc la bulle monte. Montons encore de 1000 pieds. La bulle d'air est à 12 degrés, mais l'air ambiant à 7, donc il n'y a aucune raison que l'ascension ne continue pas. Et oui, et encore ici, c'est bien le cas, 9 degrés contre 3 degrés à l'extérieur. Alors vous voyez que la différence entre les deux, entre les deux températures, ne cesse d'augmenter. Donc ici, on avait une différence de 3 degrés, ici de 4 degrés, de 5 degrés, de 6 degrés. Donc il n'y a aucune raison que l'ascension de cette bulle d'air ne continue pas. Alors bien entendu, à un moment donné, il va y avoir condensation sans doute dans la bulle, le gradient va être différent,
Mais dans la situation ici présentée schématiquement, eh bien, nous avons une ascension permanente de la bulle en altitude. C'est un mouvement convectif qui est de type instable, hein. Voilà. Alors examinons maintenant pour terminer une situation un peu plus complexe dans laquelle l'atmosphère présenterait une couche d'inversion, c'est-à-dire une couche dans laquelle la température cesserait de diminuer pour se mettre à augmenter légèrement. Quant à la bulle d'air, nous allons prendre un gradient de moins 1 degré pour 1000 pieds pour la facilité des explications. Alors, notre bulle d'air à 18 degrés se trouve au niveau du sol, qui lui est à la température de 15 degrés. Nous nous élevons de 3000 pieds, donc dans l'atmosphère standard, la température va baisser de 6 degrés, donc nous passons de 15 à 9 degrés, mais la bulle d'air va passer de 18 degrés à 15 degrés, puisque son gradient est de 1 degré pour 1000 pieds. Elle continue donc à s'élever. Ici, la bulle d'air donc perd encore 3 degrés, elle est à 12 degrés, tandis que l'atmosphère est à 3 degrés, donc l'ascension continue. Idem pour la couche suivante, bien qu'on soit rentré dans la couche d'inversion. La bulle d'air a perdu encore 3 degrés, elle est à 9 degrés, mais sa température est encore supérieure à celle de l'air ambiant, puisque dans cette couche d'inversion, nous sommes passés de 3 degrés à 6 degrés. Élevons-nous de 3000 pieds encore. Alors, la bulle d'air devrait donc avoir une température de 6 degrés, elle a perdu encore donc 3 degrés. Oui, mais dans la couche d'inversion, la température est passée de 6 degrés à 9 degrés, elle a augmenté. Et donc maintenant cette bulle d'air se trouve à une température inférieure à celle de l'air ambiant, elle a donc tendance à redescendre pour s'équilibrer. En fait, l'équilibre va se produire à la moyenne ici, c'est-à-dire à une température de 7 degrés et demi pour la bulle d'air et une altitude de 10 500 pieds. Nous avons une situation ici dans laquelle la couche d'inversion entraîne une stabilité de la masse d'air. Donc on va récapituler tout ça avec Véronique qui va vous présenter les deux situations à retenir au niveau du BIA. Quand la particule d'air va monter, si elle se refroidit plus vite que l'air ambiant, elle va donc redescendre. Il y a stabilité. Lorsque l'atmosphère est stable, les mouvements de convection restent d'ampleur très modeste. L'air est calme et il ne se forme pas de nuages en moyenne et haute altitude. Comme l'indique notre exemple, nous voyons que l'air ambiant passe doucement de 20 à 17 degrés, tandis que ma bulle d'air est passée de 22 à 17 degrés. Elle s'est donc refroidie plus vite et redescend. Si la température de la particule d'air reste supérieure à celle de l'air ambiant, elle continue sa montée car elle est entourée de particules plus froides qu'elle. Il y a instabilité. Comme l'indique notre exemple, notre bulle d'air est passée de 22 degrés à 17 degrés et effectivement reste toujours plus chaude que l'air ambiant. Donc elle continue sa montée. Cette stabilité et instabilité donneront naissance à des nuages différents que vous verrez dans une prochaine émission. Alors il est intéressant de noter que ce phénomène de détente adiabatique peut se produire aussi au niveau des ailes d'un avion. Pourquoi? Bien, vous allez avoir une explication détaillée d'un commandant de bord Air France, en l'occurrence Eric Weber, qui vous expliquera ce qui se passe sur l'extrado d'une aile d'avion. Alors vous le voyez dans la photo de gauche et puis celle au milieu en bas, mais aussi phénomène identique et assez surprenant sur cet avion de chasse avec une détente adiabatique importante au moment du passage du mur du son. En effet, il va se créer une dépression très rapide et intense à ce moment-là au niveau des ailes de l'avion. Mais je laisse la parole à Eric Weber qui va vous commenter une petite vidéo assez instructive justement sur ce qui se passe au niveau de l'extrado d'une aile d'avion. Eric, c'est à toi.
de l'avion, de par sa forme, est soumise à une différence de pression entre l'intrado, en dessous, et l'extrado, au-dessus de l'aile. Intéressons-nous à ce qui se passe au-dessus de l'aile sur l'extrado. La masse d'air subit une accélération de ses filets d'air de par la forme bombée de l'aile. C'est ce qui crée la portance. Cette masse d'air subit donc une dépression, à savoir une détente, comme disent les physiciens. En conséquence, cette masse d'air se refroidit et diminue sa capacité à stocker la vapeur d'eau. Apparaît alors un excédent d'eau qui se transforme en gouttelettes liquides, c'est la condensation. Un nuage visible se crée littéralement sur l'aile. On remarque que durant l'approche, lorsque le pilote modifie l'assiette de l'avion en l'augmentant à cabrer, l'incidence de l'aile augmente légèrement, les filets d'air s'accélèrent, la dépression s'intensifie et le nuage de condensation augmente. A contrario, quand il rend la main, il diminue l'assiette, donc l'incidence, donc l'impression, et on voit que le nuage diminue. On observe également sous l'aile des tourbillons matérialisés par une traînée blanche. Ils se situent à l'extrémité extérieure des bords de fuite. À cet endroit, les filets d'air qui sont passés au-dessus et en dessous de l'aile se reconstituent en un tourbillon dont le noyau est la traînée blanche de condensation. C'est le même système, le même phénomène que celui observé au bout des ailes et que l'on appelle des vortex. Tout ceci n'est possible que parce que l'air est excessivement humide avec une teneur en vapeur d'eau proche de la saturation. La circulation générale de l'air sur la Terre est due à deux effets. En premier lieu, le réchauffement terrestre est réparti inégalement sur le globe. Il est plus fort en région tropicale qu'en région polaire. Ensuite, la rotation de la Terre. Elle provoque 3 cellules convectives autour du globe. Alors, voyons maintenant un petit peu tout ça en détail et essayons de comprendre à quoi est due cette circulation générale des vents à la surface de la Terre. Alors, le vent, bien sûr, c'est une masse d'air qui se déplace. Et qu'est-ce qui explique ce déplacement? Quel est le phénomène physique qui en est l'origine? Eh bien, en fait, ces vents régulièrement donc établis à la surface de la Terre peuvent s'expliquer par le rayonnement qui engendre donc des différences de température importantes entre les différentes zones du globe. En effet, les rayons, comme nous l'avons vu dans la partie rayonnement, les rayons vont réchauffer la surface de la Terre et d'autant plus qu'ils sont perpendiculaires à la surface. Donc au niveau de l'équateur, le réchauffement est beaucoup plus intense au niveau des zones tempérées et évidemment des pôles encore davantage. Les températures donc sont extrêmement différentes donc suivant les zones du globe, comme nous le savons. Alors, nous savons, nous l'avons vu, c'est la poussée d'Archimède qui explique que l'air chaud monte. Oui, mais si l'air chaud monte, donc il va être remplacé par de l'air qui vient des côtés. Alors, au niveau du globe, c'est bien ce qui va se passer. Il va y avoir de fortes convections donc au niveau des zones tropicales et de l'équateur en particulier, donc avec des mouvements convectifs ascendants très importants. Donc l'air va être remplacé sur les côtés, ici, hein, donc en direction de l'équateur. L'air va monter, mais va monter jusqu'au niveau de la tropopause. À ce moment-là, son ascension va être arrêtée et il va s'écouler donc en suivant la tropopause et établir ensuite une redescente aux latitudes des tropiques ou environ, hein, et donc établir finalement donc une circulation ici, hein, ce que l'on appelle une cellule. Alors ces deux cellules symétriques là sont appelées les cellules de Hadley. Eh bien il va se passer des phénomènes analogues ensuite sur les grandes zones terrestres. Alors dans la zone polaire, l'air froid lourd va descendre au niveau des pôles et courir en direction des latitudes tempérées. Il va être soumis ensuite donc ce courant à des courants, à des ascensions, un courant convectif, et il va s'établir donc ici une cellule polaire,
hein, qui a le même sens de circulation, si vous voulez, que les cellules de Hadley. Et entre les deux, on va trouver ce qu'on appelle une cellule de Ferrel, en fait, qui est la conséquence des mouvements des cellules polaires et des cellules de Hadley. En effet, elle a un mouvement rétrograde, hein, vous le voyez, par rapport donc aux cellules adjacentes. Alors, ici, une coupe verticale, hein, où nous retrouvons donc, suivant les latitudes, donc, les cellules polaires, puis la cellule de Ferrel et la cellule de Hadley en se dirigeant vers l'équateur. Alors, cette circulation dans ces grandes cellules, en fait, contribue à l'équilibre thermique de la planète, puisque la chaleur qui naît dans les zones équatoriales et tropicales, donc se transporte progressivement à la surface de la Terre en direction des pôles. Alors, l'effet de Coriolis, c'est un phénomène qui va nous permettre de comprendre la direction des vents, la direction générale et globale des vents à la surface de la Terre. En effet, si on en reste à l'interprétation et à la conséquence des cellules convectives, il n'y a aucune raison de ne pas penser que les vents circuleraient du nord au sud dans ces zones intertropicales, inversement du sud au nord dans les zones tempérées, et encore inversement du nord au sud dans les zones polaires. Mais il n'en est rien, les vents en fait sont déviés, et c'est l'effet de Coriolis qui va expliquer ceci. En effet, si nous plaçons très près du pôle et nous considérons la rotation d'un point fixe de la Terre, donc pendant une durée de 24 heures, et bien comme nous savons que la Terre tourne sur son axe en 24 heures, ce point va décrire un petit cercle autour du pôle, donc à une vitesse relativement faible. En revanche, si nous prenons un point proche de l'équateur, ou carrément à l'équateur même, eh bien nous savons que la circonférence de la Terre est de 40 000 km. Donc en 24 heures, ce point fixe va décrire un cercle de périmètre 40 000 km, donc à une vitesse très supérieure à ce qui se passe aux latitudes plus élevées. Alors, examinons cette situation. Imaginons que nous lancions depuis ici la France, là, l'est de la France, un petit avion en papier en direction du sud. Donc, en l'absence de rotation de la Terre, si nous restons donc soumis au mouvement des cellules convectives, notre avion devrait tout simplement atteindre ce point, c'est-à-dire circuler du nord au sud. Mais il n'en est rien. En effet, comme nous l'avons vu, les points proches de l'équateur se déplacent à une vitesse beaucoup plus importante que ceux qui sont situés plus haut. Donc en fin de compte, notre avion va se retrouver dévié fortement vers l'ouest par rapport à la situation qu'il aurait occupée en l'absence de rotation de la Terre. C'est l'effet Coriolis. Donc une masse d'air qui se déplace vers l'équateur, comme nous venons de voir, sera déviée vers l'ouest, c'est-à-dire vers sa droite, hein, si on imagine être à bord ici d'un mobile qui se déplacerait sur cette flèche. Inversement, une masse d'air qui se déplace vers les pôles est déviée vers l'est. Alors, quelles conséquences donc de l'effet Coriolis sur le mouvement global des masses d'air? Eh bien, au niveau des cellules de Hadley, les vents qui, en l'absence de rotation de la Terre, donc se dirigeraient du nord au sud, sont déviés vers l'ouest, donc vont circuler du nord-est vers le sud-ouest, ou bien du sud-est vers le nord-ouest, hein, si on se place au niveau de la cellule symétrique. Ce sont ce qu'on appelle les alizés, vents qui ont été utilisés par les premiers navigateurs, notamment Christophe Colomb, hein, pour traverser l'Atlantique, hein, des vents porteurs. Au niveau des cellules de Ferrel, les mouvements vont s'inverser. Donc, s'il n'y avait pas de rotation de la Terre, les vents se dirigeraient du sud vers le nord, mais donc ils vont être déviés vers leur droite, vers l'est,
Ce qui explique qu'à nos latitudes tempérées, les grands mouvements globaux généraux de masse d'air se dirigent vers l'ouest. Nous verrons dans une émission plus particulièrement dédiée aux masses d'air et aux perturbations que les perturbations chez nous viennent de l'ouest. Voilà. Et ces mouvements s'inversent dans l'hémisphère sud, nous le verrons aussi pour tout ce qui concerne les phénomènes cycloniques, anticycloniques, de dépression. Nous reviendrons à ce moment-là donc sur cette explication par l'effet Coriolis. Enfin, terminons cette émission en s'entraînant avec quelques questions que l'on peut retrouver au BIA. Première question. Le point de rosée est défini comme l'emplacement de l'aéroport où les données météorologiques sont mesurées, la température qui permet l'évaporation de la rosée, la température à laquelle il faut refroidir un volume d'air pour qu'il y ait condensation, l'heure à laquelle la rosée va commencer à se déposer. La bonne réponse est effectivement la C. C'est la température à laquelle il faut refroidir un volume d'air pour qu'il y ait condensation, c'est-à-dire transformation de l'état gazeux à l'état liquide. Question numéro 2. La Terre reçoit l'énergie solaire émise par rayonnement, conduction, convection ou advection. La bonne réponse, bien entendu, est la réponse A, par rayonnement. Troisième question. Le phénomène de convection est le plus intense l'hiver pendant l'après-midi, l'hiver pendant la nuit et tôt le matin, l'été pendant la nuit et tôt le matin, ou l'été pendant l'après-midi. La bonne réponse est la D, c'est-à-dire l'été pendant l'après-midi, où effectivement la température sera la plus élevée, et donc le phénomène de convection le plus intense. Quatrième question. Quand le bulletin météo prévoit que le point de rosée et la température ambiante seront bientôt identiques, il faut s'attendre à réponse A de la pluie, réponse B de la neige, réponse C du brouillard, réponse D de la vapeur d'eau. Nous l'avons vu, du brouillard auquel il faut s'attendre, puisqu'il va y avoir condensation dans des couches proches du sol. Dernière question. L'ensemble des mouvements verticaux de l'air, ascendant et descendant, dû au réchauffement diurne du sol est appelé conduction, petit a, petit b, coalescence, petit c, subsidence, petit d, convection. La réponse est petit d, la convection. J'espère que cette émission vous a plu et que nous nous retrouverons dans la prochaine.